Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette séance du cycle Contre-champ, lutte collective film féministe, organisée par la Cinémathèque du documentaire à la BPI. Ce cycle a débuté vendredi dernier et il se tiendra jusqu'au 4 juillet. C'est une programmation qui revient sur plus de 50 ans de création, souvent collective, toujours féministe. Et à partir d'une exploration du fonds de films du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, en mettant en dialogue des films extérieurs à ce catalogue, la programmation tisse des liens entre les générations, les pratiques artistiques et par-delà les frontières. Le film que vous allez voir ce soir, Mazo et Miso vont en bateau, est selon moi un des incontournables de cette programmation. Réalisé en 1976 par Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, Johanna Wider, 3 figures fondatrices du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, nous avons l'honneur d'accueillir la 4e personne à l'origine de ce film, signée sous le nom collectif des Insoumises, Nadia Ringard, sociologue et réalisatrice de films militants. Nadia, un immense merci d'être avec nous ce soir. Et en dialogue avec Nadia, nous aurons le plaisir d'accueillir Hélène Fleckinger, spécialiste des pratiques militantes du cinéma, des usages de la vidéo légère et des questions de genre. Hélène, merci d'être avec nous. Donc, je vais vous laisser sans plus tarder la parole pour introduire le film, en précisant que ce soir, l'échange est enregistré pour que nous puissions garder une trace de cette précieuse discussion. C'est pourquoi, lors de l'échange après la projection, si vous le voulez bien, je vais vous demander de formuler vos remarques et vos questions en prenant le micro. Et donc, je vous invite à venir ici et à introduire un peu le film que nous allons voir ce soir. Merci Marion de nous avoir invités. Merci. Et effectivement, on a essayé d'organiser les choses sous la forme d'une discussion, mais on est un petit peu loin, c'est hyper solennel, c'est un peu étrange, mais c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Nos propos ne seront pas solennels, voilà. Donc ça va s'arranger assez vite. Ce sera plus dans un registre artisanal, en écho avec le film peut-être. Hein, pas mal. Voilà. Alors Nadia, de toute façon, c'est toi qu'on a envie d'écouter évidemment pour présenter ce film, puisqu'on a la chance que tu sois là pour revenir sur son contexte de réalisation et au-delà sur le moment historique qui l'a vu émerger. On est au moment, en tout cas, de l'enregistrement de l'émission d'origine à partir de laquelle a travaillé Mazo et Miso vont en bateau, qui est une vidéo. On va revenir sur tout ce mécanisme. C'est une réponse à une émission de télévision, mais l'émission elle-même, l'émission télévisée, elle date du 30 décembre 1975. Est-ce que tu peux, pour commencer déjà, donc, et avant même qu'on présente vraiment ce qu'est le film et comment il a été mis en route et comment il s'est déployé dans sa réalisation, d'abord peut-être revenir sur qu'est-ce qui se passe en 1975, contexte historique. Oui, c'est très important le contexte. Je suis très très attachée au contexte. Si tu me permets, je vais revenir en 74, puisque, excuse-moi, le décret, alors Valéry Giscard d'Estaing est élu en 74, par un décret de juillet 74, je crois, nomme la toute première secrétaire d'État aux droits des femmes. On est encore loin, pardon, j'ai déjà fait une bêtise, première phrase, première bêtise, secrétaire d'État à la condition féminine, c'est bien ça qui nous énervait. On est donc très loin d'un ministère du droit des femmes, on est dans un secrétariat d'État à la condition féminine. Et ça, déjà, au MLF, ça nous a beaucoup énervé. Mais ça, c'est 74. Donc, Françoise Giroud, qui a été la première secrétaire d'État à la condition féminine, est nommée en 74, et fin 75, elle est donc encore en poste. On reparlera d'elle nécessairement, étant donné le contenu du film. Mais pour l'instant, pour revenir à 1975, c'est l'année que l'ONU a décrété année internationale de la femme. Donc ça aussi, un peu énervant. Le MLF a fait son irruption sur la scène politique en 1970. Donc en 75, ça fait déjà quelques années qu'on se bat contre l'idée que la femme existe.
Et on se bat pour faire reconnaître les revendications, les problèmes, les bonheurs des femmes dans leur diversité. Donc, Année internationale de la femme, on est très énervé. Je dois dire que c'est un petit peu sur le thème de notre dénonciation de la fête des mères. Depuis la création, enfin la création, il n'y a pas de création, mais depuis l'apparition du mouvement de libération des femmes, on s'est battu comme des folles contre la fête des mères, parce que sur le thème célébrer une journée, exploiter toute l'année. Donc célébrer une année, c'était pas terrible non plus, et comme on était vent debout contre toutes les célébrations, en réalité, le contexte du film, c'est celui-là, le contexte politique. Le contexte politique féministe, Marion en a dit un mot et elle a bien raison, elle a employé le mot collectif et c'est vrai que le mouvement était très, il était même collectiviste. On pourra y revenir tout à l'heure, mais enfin on voulait tout faire toutes ensemble, il fallait quand même pas qu'il y ait une tête qui dépasse, il fallait que... On se battait beaucoup contre les hiérarchies, en particulier des groupes gauchistes, tout ça ne convenait pas du tout. Donc le contexte politique et féministe, c'est ça, c'est un mouvement très collectif. Et c'est aussi la rage, la colère, avec des formes d'expression très diverses. Des chansons, ce qu'on appelle aujourd'hui des goguettes. À l'époque, on n'appelait pas ça des goguettes, mais c'était ça. On prenait des airs connus, on mettait des paroles féministes dessus. Des tracts, évidemment, des dessins, des poèmes. Je pense en particulier, parce que j'ai travaillé dessus, je pense au premier journal du MLF qui s'appelait Le Torchon Brûle, et qui est très, très caractéristique de cette époque, avec des dessins, des poèmes, des témoignages personnels, des textes théoriques, et beaucoup de couleurs. Donc le contexte féministe, c'est ça, c'est beaucoup de colère et des sujets très importants, puisqu'on se battait pour la contraception, pour l'avortement, contre les violences faites aux femmes, pour à peu près tout ce qui nous tombait sur la tête tous les jours, contre l'enfermement. Enfin bon, il y a tous les thèmes qu'on peut énumérer sur lesquels on pourra revenir, mais ce que je voulais dire après, tu me reposes des questions et j'arrête. Non, c'est parce que je suis intarissable. Il y a un mot-clé que tu n'as pas encore employé sur la question du traitement, en quelque sorte, on pourrait dire, de tous ces sujets très sérieux. Non, je pensais à l'humour, en fait. Et au slogan, notamment aussi, puisque dans les modes d'expression, il y avait aussi les slogans, là, pour le coup, avec une certaine filiation quand même à l'égard de mai 68, même si... En revanche, le mouvement de libération des femmes a justement tranché avec 68, mais en l'occurrence, en partie. C'est ça. On va pas forcément développer ça maintenant, c'était le début. Le début de la phrase, c'était on était très en colère et on abordait des sujets très sérieux, mais l'humour était c'était la base, quoi. C'était une façon de s'exprimer quotidienne. Enfin, c'était ça. On ne savait pas faire autrement et ça veut dire aussi qu'on s'est beaucoup amusé à faire les slogans et à faire tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait notre plaisir et le fait que les messages passaient très très bien grâce à cet humour qui était quand même assez décapant à l'époque. Ce plaisir du jeu, vous allez le ressentir extrêmement fort dans Mes Miso vont en bateau. C'est vraiment un de ces choix formels, on pourrait dire, et politiques, vraiment qui est prégnant dans le film Mes Miso vont en bateau. Et vidéo, alors dans le contexte, puisque je disais chansons, journaux et la vidéo légère qui, comme ça tombe bien, est arrivée à peu près en même temps. Le MLF et la vidéo légère sont concomitantes. Oui. Anne-Marie Duguay, que vous connaissez peut-être par ses écrits Vidéo la mémoire au point, notamment en 1981, écrivait vraiment que vidéo et MLF étaient sœurs jumelles. Pour elle, c'était vraiment, j'aime bien l'expression par Anne-Marie, c'était vraiment, voilà, ce qu'elle voulait dire, c'était ça. C'était que cet outil-là, qui était la vidéo légère, ce nouveau médium qui était apparu en France, en fait, à la fin des années 60, un peu plus tôt, évidemment, aux États-Unis et au Japon, mais elle avait été vraiment un outil très rapidement
employé par les femmes, et en particulier les femmes féministes, d'un point de vue véritablement donc, militant, dans les années 70. Et c'est vrai que, bon, en ce moment, on en reparlera forcément hein, après la projection, mais peut-être que ça vaut la peine que tu en redises quelques mots, parce que ça présentait énormément d'avantages, la vidéo légère. Pourquoi, finalement, vous vous étiez emparé, ce groupe de 4 femmes, même si on reviendra sur l'histoire du groupe en l'occurrence, mais en dehors du fait que les hommes s'en étaient pas encore emparés, ce qui n'est pas négligeable non plus, mais c'était moins cher, c'était plus léger, c'était maniable. Moi, je pense que si j'ai tant insisté sur l'aspect collectif, il y a aussi avec la vidéo légère la possibilité de passer d'un poste à l'autre, de passer de la réalisation au montage. Enfin, il n'y avait pas de répartition des tâches, de division des tâches, et ça nous importait beaucoup aussi. Et l'outil était très pratique pour ça. Très loin du cinéma, effectivement, et y compris du cinéma militant. Je vois une main qui se lève. Ouais. Voilà, très bien. C'était un peu le but de l'introduction aussi, d'ailleurs, de se dire peut-être qu'en fait, au préalable, il va falloir poser quelques cadres hyper précis et clairs, notamment sur les questions techniques. Alors, je commence par donner quelques éléments, mais tu compléteras par toi ton appropriation. Et donc, moi, d'un point de vue technique, je dirais juste que la vidéo légère, qui émerge comme outil, comme vraiment nouvelle technologie, donc à la fin des années 60 dans le contexte français, mais en fait plutôt donc aux États-Unis et au Japon, c'est un ensemble pour ce qui va être utilisé en tout cas par nos féministes, c'est un ensemble caméra, magnétoscope, micro, portable. On enregistre l'image sous forme électronique. Analogique à l'époque, évidemment, c'est pas encore l'ère du numérique. On n'est donc pas sur une technologie, on n'est pas sur une technologie argentique photochimique, hein, héritée de la photographie. On est vraiment sur une technologie qui est en fait la même technologie, l'image électronique, que la télévision, sauf qu'à la télévision, à la même époque, même si justement il y a eu aussi un petit peu d'expérimentation au niveau portable, l'usage, enfin la technologie vidéo de la télévision, c'est une technologie qui est une technologie lourde et pas du tout ces systèmes de vidéo portables. C'est au contraire des gros magnétoscopes et des grosses caméras de studio qu'on ne va pas déplacer. Ça, en revanche, pour le coup, cette technologie, elle est antérieure, même si au début, pour la télévision, il n'y a justement pas non plus d'enregistrement et pas de magnétoscope. Le premier magnétoscope en télévision, mais très lourd, c'est dans les années quand même déjà 50, c'est 56, c'est la marque Ampex. Je ne rentre pas dans les détails de ça, mais c'est vraiment un autre usage côté télévision de la vidéo, et donc de l'image électronique qui est utilisée. Et là, ce qui émerge, c'est une nouvelle technologie qui, d'un coup, justement, tranche pour le coup avec la lourdeur de la télévision, mais une lourdeur... la légèreté, elle n'est pas que liée à une masse, c'est pas que la question de la masse de la caméra, c'est véritablement aussi la question, je dirais, de la légèreté idéologique. Donc en fait, cette technologie, au moment où elle émerge, dans les premiers pays où ça va être utilisé, c'est plutôt des artistes. Évidemment, on va penser à Nam June Paik, etc. Là, on est au Centre Pompidou, c'est vraiment la lignée des débuts de l'art vidéo à laquelle on pense le plus souvent. Mais en réalité, à la fin des années 60 pour la France, début des années 70, comme dans d'autres pays européens et aux États-Unis, ce sont des groupes militants essentiellement qui vont s'en emparer. Et donc l'intérêt que ça avait, c'est que ça permettait d'enregistrer sous forme souvent de reportages militants, hein, même si ça va prendre des formes un peu diverses. Et justement, Maso Imizo, vous allez voir, au niveau formel, se détache complètement par ailleurs des autres pratiques militantes, de l'esthétique militante qui se déploie au même moment en vidéo légère. Sinon, c'était plutôt donc, en fait, des reportages, en quelque sorte, des enregistrements assez longs, des entretiens, parce qu'il y avait la possibilité d'enregistrer de manière synchrone l'image et le son. Et finalement, il y a une pratique qui est très liée à une pratique aussi du cinéma direct, sauf que c'est en vidéo légère, vous allez le voir noir et blanc, avec une image qui est en fait très mal définie, qui correspondrait, mais là projetée sur grand écran, à une qualité à peine de la VHS, quoi, qui n'existe pas encore au début des années 70. Et donc enregistrement synchrone de l'image et du son, et juste, on n'avait pas besoin de passer par le laboratoire argentique, contrairement au support photochimique qui exigeait de passer par l'étape du développement, comme pour les pellicules photographiques, hein, tout le système photochimique, pas de nécessité. Et donc on pouvait
de passer par cette étape-là, et on pouvait remontrer immédiatement les images qui venaient d'être tournées. Alors le montage, c'est encore une autre histoire, ça je pense qu'on en reparlera aussi après. On en reparlera après, parce que Mazo et Miso en bateau est un peu complexe comme montage. C'est moins cher aussi. Ouais. C'est moins cher que le cinéma. Alors que j'appartiens à une génération qui allait au cinéma tout le temps. Enfin, on était extrêmement cinéphiles, on était très liés au milieu du cinéma. Mais là, on avait un outil moins cher et c'était pas du tout négligeable. Parce qu'en fait, on achetait le dispositif lui-même, c'est-à-dire l'ensemble que je venais de mentionner juste avant, c'est-à-dire la caméra, le magnétoscope, qui au début ne faisait qu'enregistrer. Il fallait un autre magnétoscope pour relire, mais à votre époque, après, on pouvait déjà relire avec celui-ci, en 75. Et puis, un moniteur pour diffuser l'image qui ressemblait en fait à un écran de télévision. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes dispositifs, évidemment, de projection que le cinéma à l'époque. Et pourquoi je disais ça ? C'était sur les coûts. Juste 14 000 francs de l'époque, disait-on, sur l'ensemble. Effectivement, ça, j'ai pu regarder dans les archives, j'ai pu le constater, c'était autour de ça. Carole Roussopoulos disait souvent que ça correspondait à l'achat d'une voiture d'occasion. Mais ensuite, les bandes ne coûtaient pas très cher. Et en tout cas, elles permettaient de réenregistrer par-dessus et de voir immédiatement le résultat. Donc, de permettre un apprentissage sur le tas, et notamment lors de stages organisés entre femmes. Et ça, c'est ton expérience qu'il faudra évoquer. Oui, mais peut-être après, parce qu'on va faire une introduction bien longue. On aimerait bien pouvoir parler du film avec vous après, parce qu'il faut aussi donner le contexte de ce film, c'est-à-dire sauf si tu veux vraiment qu'on parle. Non, mais on reparlera de tout ça après. Je pense que de toute façon, le film sera une ouverture à d'autres questionnements. Le film, on l'a fait à 4, donc il faut que je vous explique dans quelles conditions et d'abord de quoi il s'agit. À la fin de l'année 1975, année de La Femme, Bernard Pivot, qui animait la fameuse émission Apostrophe tous les vendredis soirs, a décidé de faire une émission particulière qui n'était pas du tout liée à Apostrophe, et qu'il a appelé le 30 décembre, encore un jour, et ouf, l'année de la femme, c'est fini. Donc ça, c'est le titre de l'émission de Bernard Pivot, et on a bien compris, parce qu'on n'était pas complètement idiote, que ça se voulait humoristique, donc jusque-là, tout va bien. Et il invite Françoise Giroud, secrétaire d'État à la Condition féminine, depuis plus d'1 an. On en reparlera tout à l'heure parce que vous verrez son comportement. Il se trouve que quand même pendant une année on avait essayé de lui faire passer quelques messages sur les choses dont les femmes avaient vraiment besoin, et en l'occurrence elle arrive donc pour cette émission le 30 décembre et Bernard Pivot lui présente ce qu'il appelle une brochette de misogyne. C'est pas triste, c'est caricatural, vous verrez, parce que alors on n'a pas tout gardé évidemment, mais ce qui se passe, c'est que la vidéo légère, même moins chère, on était quand même très peu à être équipés. Il n'y avait pas de magnétoscope dans les salons, il n'y avait rien du tout de ce genre, mais il se trouve que Delphine Seyrig avait du matériel, et comme elle était déjà en train de travailler sur Sois belle et tais-toi, et qu'elle était dans le mouvement féministe depuis les premiers jours, elle a enregistré l'émission. Elle a appuyé sur le bouton et elle a enregistré l'émission. Et elle était tellement en colère qu'elle a appelé ses copines. 2 jours après, elle a appelé Johanna Wider, qui était son amie d'enfance et avec laquelle elle a ensuite fondé le Centre audiovisuel de Simone de Beauvoir, mais surtout avec laquelle elle était liée depuis très longtemps et avec laquelle elle avait fait le stage vidéo par lequel elles avaient rencontré Carole Roussopoulos. Donc elle appelle Johanna Wider. Moi, honnêtement, je ne sais plus très bien pourquoi je suis là, mais j'y étais. C'est vrai que je connaissais bien Delphine et qu'on se comprenait bien. Donc, en tout cas, c'est par Delphine. Et alors, quand je dis Delphine, il faut me pardonner, c'est vrai que c'est bien de donner les noms de famille, mais vous aurez compris que là, quand même, on a travaillé tellement longtemps ensemble qu'il y a une vraie proximité et que j'oublie parfois de dire que c'est Delphine Seyrig. Et donc, Delphine Seyrig appuie sur le bouton, enregistre, appelle ses copines parce qu'elle est très en colère. Et 3 jours après, on est sur le banc de montage de Carole.
On regarde à nouveau, et là, il faut à nouveau rappeler un contexte technique. C'est que, et c'est très très important pour ce film, la télévision, il n'y avait aucune réponse possible. C'est-à-dire que c'est une ère anténumérique. On ne peut pas envoyer des textos en disant ah mais c'est pas bien ce que dit le monsieur. On ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'une émission qu'on a ratée, il n'y a pas de replay, il n'y a rien. Donc si on a raté l'émission, on l'a ratée. Si on est en colère et qu'on voudrait montrer à nos copines ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit, eh ben on ne peut pas, si on n'a pas cet outil magique. Donc le film qu'on a fait est aussi un film contre la télévision, contre l'image qu'elle donnait des femmes, contre tout ce qu'elle n'évoquait pas. Je pense simplement qu'il y avait quand même des petites choses. Il ne faut pas oublier les précurseuses. Eliane Victor et son émission Les femmes aussi. Les femmes aussi, c'était quand même... il y avait des choses très intéressantes. Il y a des trucs très bien à la télévision dans les années 60. Il y avait des choses... Voilà. C'est presque une télévision on l'a trouvée atroce et maintenant on la regrette. C'est comme ça. Et donc, un film... on nous a beaucoup dit qu'on avait détourné une émission de télévision. On se l'est réapproprié et on l'a décortiqué, on l'a détricoté, et le film est une réponse en fait. Vous allez voir, donc quand Françoise Giroud ou la brochette de misogyne, comme il dit, disent des choses atroces, quand on est devant la télé, même si on n'a pas loupé complètement l'émission, mais ça passe vite parfois. Et donc là, le procédé, c'est un peu... Elle a vraiment dit ça, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Et donc, on rembobine. Et on fait écouter plusieurs fois ce qui nous troublait. Donc, c'est pour ça que je dis, on a détricoté, et c'est une réponse. Mais c'est en même temps une réponse à la télévision, à Giroud et aux misogynes. C'est-à-dire, on répond aux misogynes à la place de Giroud, qui minaude et qui n'a absolument pas envie de parler de choses sérieuses. Je crois que c'est ça qui nous a mis en colère quand même. C'est qu'elle n'ait pas utilisé 3 minutes de son temps pour dire des choses importantes sur les femmes. Et vous verrez qu'il y a d'autres participantes qui disent en une phrase des choses simples. Françoise Giroud, elle voulait... D'abord, je crois qu'elle ne voulait pas... on en parlera tout à l'heure. Elle ne voulait pas ce ministère, elle voulait le ministère de la Culture, elle l'a eu après, mais ça ne l'intéressait pas plus que ça. Et voilà, elle fait du charme et elle n'a absolument pas l'intention de défendre les femmes. Donc c'est comme ça qu'on a lancé notre aventure. Et puis je crois que pour le reste, ça peut être après, non? Oui, je vais peut-être juste reprendre quelques termes exactement les vôtres, en fait, de l'époque, dans un tract de présentation de Mazo et Miso vont en bateau qui était diffusé, distribué au moment de son passage à l'entrepôt dans un cinéma, fait très rare pour une vidéo, mais ça, on en parlera en revanche tout à l'heure. Mais parce que les formules de l'époque, elles reprennent exactement ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire l'idée vraiment... Ça tombe bien. C'est marrant, on dirait que c'est toi qui l'as écrit, peut-être coécrit même. Mais vraiment, c'est ça, c'est que c'est pas un détournement comme on a tendance à l'entendre ou à le dire trop souvent. C'est véritablement une réponse, une riposte même véritablement caustique, mordante, impertinente. Et donc vous dites, à l'époque, nous sommes 4 téléspectatrices françaises. Le 30 décembre 1975, après avoir vu sur Antenne 2 l'émission de Bernard Pivot, L'année de la femme, ouf, c'est fini, nous avons éprouvé un besoin impérieux d'exprimer notre point de vue, de répondre. Exactement comme des téléspectateurs, téléspectatrices auraient eu envie de le faire si, au terme de l'année de la population, 1974, la direction avait demandé à Bernard Pivot une émission détendue, amusante et espiègle, avec gags, chansons et scénettes, sur les familles au Sahel, au Biafra, au Bangladesh, et qu'un ministre ait accepté d'en être l'invité d'honneur. Et à la fin du tract, qui est un peu long, que je ne lis pas en entier évidemment, la conclusion... Donc pour vous, de tout ce qui va être avancé, c'est que la femme est l'avenir de l'homme, et ça vous le comprendrez tout à l'heure, et aucune
autre forme que la vidéo ne pouvait restituer avec autant de précision le document que nous nous sommes proposés d'analyser, phrase par phrase, pour ne pas dire mot par mot. Nous avons choisi de ne pas rester passives devant la télévision et d'exposer les mensonges, le sexisme et le manque de rigueur de ceux et celles qui prétendent parler à notre place. Nous avons pensé que nos 4 voix en chœur valaient bien celles d'une secrétaire d'État. Alors, j'ai oublié quelque chose quand même à propos de la vidéo. Je tiens absolument à dire que il y a le premier groupe de femmes qui se sont constituées en groupe de vidéastes, s'appelle Vidéa. On l'oublie un peu trop souvent et elles ont vraiment fait des films très intéressants. Donc on était pionnières toutes comme ça sur quelques années, mais il y a eu un premier groupe en 1974 qui s'appelle Vidéa, et ensuite une association créée par Delphine Seyrig, Johanna Wider, Claude Jourde, dont vous allez voir un film dans la programmation, José Constantin et Monique Durier, qui est photographe. Et elles ont créé une association qui s'appelle Les Muses s'amusent, qui a servi de support d'ailleurs à la création du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Donc Delphine, Johanna, Claude Jourde, Monique Durier et José Constantin. Et c'est une blague à partir des Muses s'amusent qui a fait qu'on a introduit Mazo et Miso vont en bateau en disant les insoumises présentes. Mais ça n'est qu'une blague. C'est-à-dire à aucun moment ça n'a été ni une association, ni même un groupe constitué. Et je tiens vraiment à le dire parce que dans la presse, j'ai tellement lu les insoumises, elles sont partout. Et c'est juste une erreur historique. Voilà. Donc, les insoumises présentes, une des insoumises devant vous, vous laisse regarder le film. À tout à l'heure. Alors, sur l'aspect technique, il n'y a pas Photoshop, il n'y a rien. Donc, vous avez vu que c'est très artisanal. On soulève les... Il y a des moments où je trouve ça très lent, mais je ne peux pas refaire le film. Ça, on ne peut pas recommencer. Et puis, ce qui est très, très important à comprendre, c'est que avec les bandes de montage à l'époque, avec ce nouvel outil qui était la vidéo légère, on montait en avançant et on ne pouvait pas reculer. C'est-à-dire que en fait, on n'avait rien prévu du tout. On prenait les séquences et on répondait, mais après, on n'allait pas en arrière. Donc, moi, ça me frappe chaque fois que je le revois. Au début, on a introduit Simone de Beauvoir pour répondre à Françoise Giroud qui dit « Mais ça fait longtemps qu'on ne se pose plus la question de savoir si c'est un homme ou une femme qui a écrit un livre. » Et donc, on a introduit l'entretien de Simone de Beauvoir après son prix Goncourt. Et ensuite, on a introduit les images de la manifestation du 8 mars 1975, quand elle dit « mais vous savez bien, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas parler ». Manifestation qui a été filmée par Vidéa, justement, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un document extrêmement précieux. Donc, pour que vous compreniez que, au fond, la forme, on l'a trouvée au fur et à mesure. On a fait un questionnaire, ça nous a amusés, puis après on en a fait d'autres. Mais c'était pas un film pensé, scénarisé et monté ensuite. Je ne sais pas si ça vous est clair, mais c'est ce que j'avais envie. Les conditions de matériel, effectivement, de réalisation, c'est un aspect extrêmement important. Le montage, tu l'as dit, donc toujours sur les questions techniques, il faut vraiment se resituer dans cette période où le système du montage en vidéo, légère ou pas d'ailleurs, c'est un système de recopie, comme vous faisiez avant avec les VHS. Et ça veut dire qu'avec ce système de montage analogique et en aucun cas numérique, c'est pas virtuel, donc c'est très 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 concret et très matériel. Ce que vous faites, c'est, j'allais dire définitif, vous pouvez pas revenir en arrière en fait. Sinon, vous devez faire vraiment le montage, tu l'as dit, hein, dans l'ordre. Vous recopiez morceau par morceau. Vous recopiez à l'époque morceau par morceau. Et donc il y avait souvent d'ailleurs des points de montage qui étaient très compliqués
trouvé à l'époque, même si là vous aviez quand même la machine Le Bel-et-Well des Roussopoulos, qui était une bonne grosse machine bien chère que même Godard leur enviait. Donc bon, voilà, là vous aviez quand même, en l'occurrence en 76, puisque en fait on est en 76 au moment du montage, vous aviez quand même un matériel qui était un vrai matériel de montage, mais au début ça n'existait pas, le montage en vidéo, et tout le monde n'avait pas de Bel-et-Well. Donc c'était vraiment extrêmement compliqué, avec des points de montage donc très compliqués, qui faisaient souvent que vous pouviez même avoir des détricotages en quelque sorte de démontage, avec des retours en arrière et parfois des soucis de jonction. Donc vous ne pouviez pas faire un truc extrêmement ciselé, même si moi je trouve qu'au final Mazo et Miso vont en bateau, pour une vidéo de l'époque, c'est justement très ciselé. Mais oui, chaque fois qu'il fallait introduire quelque chose, je me souviens de Carole qui disait switch, c'est-à-dire il fallait tout le temps rebrancher. On montait au chrono quand même. C'est ça. C'était pas. Alors j'ai dit, on a tellement travaillé, rigolé mais travaillé, que pendant des années j'ai répété en boucle. On a passé 3 mois enfermés dans les locaux de ce qu'on appelait l'épicerie, qui était l'endroit où il y avait le banc de montage d'Armand Gatti et d'Hélène Châtelain et le banc de montage des Roussopoulos. Et j'ai toujours dit, on a travaillé 3 mois, jour et nuit. Et puis un jour, je me suis dit, mais ce film, on l'a apporté aux journées de dénonciation des crimes contre les femmes qui ont eu lieu autour du 8 mars à Bruxelles. Donc, c'était pas 3 mois, c'était 2 mois. Mais voilà. Parfois, je me rends compte que j'ai dit des bêtises, et ça dit quand même le travail qu'il y a dedans. C'est-à-dire que c'était ciselé, quoi. Enfin, c'était un truc de dingue, quoi, quand même. Et cette énergie de la concentration, en fait, de la colère, mais aussi de la concentration du montage, on l'aperçoit très très bien au sein même, donc je trouve, moi, de la bande telle qu'elle est réalisée, parce que finalement ça monte en puissance. Vous testez des choses, comme tu l'as dit tout à l'heure, et puis finalement vous prenez un rythme de croisière, avec de plus en plus aussi ce système-là très, très drôle du contre-questionnaire, en fait, ou du questionnaire, mais qui est influencé, peut-être en dire 2 mots, notamment parce que ça avait été pratiqué, bon, bien sûr d'un point de vue sociologique par des féministes même, mais au niveau du mouvement féministe, au sein, le contre-questionnaire de Elle, tu peux peut-être le citer? Oui, tu viens de le citer. Voilà, en 71. Il y a des précédents féministes d'usage de c'est-à-dire qu'à l'automne 70, le journal Elle avait lancé les états généraux de la femme. Et en fait, ça a été très, très intéressant. Ça a été des débats avec plein de personnalités vraiment passionnantes, où il y a des images, et on se rend compte que nous, on a vraiment craché là-dessus parce que c'était le journal Elle, parce que c'était la femme, mais aussi parce que les journalistes de Elle avaient eu l'idée baroque de... Tu as des traces là ou pas? Non. Eh ben non. De faire un questionnaire avec des questions complètement stupides, et donc on s'est axé sur ce questionnaire en disant c'était horrible ces états généraux de la femme, et le contre-questionnaire était absolument hilarant. Ça a dû être distribué à Vincennes d'abord, parce que la fac de c'est pas une université. Le centre expérimental de Vincennes a beaucoup hébergé les toutes premières réunions du MLF, mais ça, c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, simplement, le questionnaire et le contre-questionnaire ont été un coup d'éclat du MLF dans ses tout débuts. Donc, c'était resté un peu dans nos têtes. Et il se trouve que moi, en dehors d'avoir fait de la vidéo, j'étais sociologue, donc des questionnaires, j'en pratiquais tout le temps. Et j'adorais justement la question autre précisée. Donc, il fallait vraiment qu'on l'introduise, quoi. Après, je sais sur pas. la diffusion, tu as donné quand même des éléments déjà sur le fait que le film avait été donc montré, la bande vidéo, au moment du tribunal de Bruxelles, féministe. Il y a eu d'autres diffusions. Des diffusions, j'allais dire classiques, mais pas du tout classiques dans le principe, mais classiques par rapport aux vidéos militantes de l'époque, évidemment, donc circulation dans des réunions féministes, militantes, plus généralement, demandées aussi par des comités d'entreprise, dans des universités.
dans des secteurs variés. Le film était distribué par le collectif de diffusion d'un certain nombre de collectifs de vidéos, et pas que féministes, de l'époque, qui s'appelait Mon œil, et qui avait été créé en décembre 1974. Donc il y avait une diffusion militante par Marque, c'était une femme, et Marcel, son compagnon, Moirou. Qui ont joué un rôle très important, parce que nous, on était passé à autre chose, on ne se serait pas amusé à répondre à toutes les demandes, et on accompagnait parfois les projections, mais les envois, enfin l'existence de Mon œil a été très importante, et d'ailleurs, enfin on va y revenir, mais quand il y a eu quand même, parce que c'était pas complètement normal de prendre une émission de télévision, quand il y a eu des menaces d'Antenne 2, c'est le collectif Mon œil qui a été attaqué, enfin qui a failli être attaqué. Ça, je peux vous raconter après si vous voulez, seulement si vous voulez. Oui, mais je pense que c'est intéressant, effectivement, la question des réactions, de la circulation de la bande. Donc, à l'époque, cette vidéo, elle circule donc dans des réseaux militants, féministes principalement, des groupes femmes évidemment, essentiellement. Cette vidéo suscitant des débats, puisque c'était quand même le but, non seulement de vos vidéos, mais aussi plus généralement des films militants de la période, c'était de susciter des discussions et de servir de base à des échanges vraiment politiques, et des discussions politiques, donc là en l'occurrence féministes. Et cette vidéo, au sein du catalogue de distribution donc de vidéos militantes Mon œil, c'était celle qui était la plus demandée. Donc elle aurait, selon au dire d'Anne-Marie Duguay, elle aurait circulé, elle aurait été vue en tout cas en 81, au moment où elle publie son livre Vidéo la mémoire au point que je citais tout à l'heure. Elle aurait été vue, cette vidéo, donc par plus de 300 000 personnes, ce qui est absolument énorme pour une vidéo militante à l'époque, dont on rappelle quand même que c'était montré sur des petits postes, donc des moniteurs, l'équivalent d'une télévision, c'est-à-dire devant un public très limité. Ce qui faisait dire à l'époque que la vidéo, c'était un média de groupe et pas un média de masse, évidemment, donc par opposition à, par exemple, la télévision ou à la presse grand public. Et l'idée était vraiment de cibler des groupes spécifiques et souvent relativement limités, mais pour qu'il y ait vraiment une discussion. Donc 300 000, c'est absolument énorme. Et c'est une vidéo qui, par ailleurs, a fait l'objet aussi d'une réception critique, ce qui est assez hallucinant. Pareil, on en a trouvé des traces, évidemment, jusqu'au cahier du cinéma. Bon, de l'époque, c'est pas hyper étonnant non plus. Libération, par contre, le Nouvel Observateur, l'Express, donc dans la presse. Oui, mais il faut peut-être que s'il y a eu cet accueil critique, c'est parce qu'il y a eu une salle. Voilà. Et ça, c'était tout à fait... Enfin, c'est pas que c'était exceptionnel, c'était la première fois. Non. Non, pas exactement, puisqu'il y a eu, enfin voilà, il y a eu aussi en amont, il y a eu les prostituées de Lyon Parle qui est dans la programmation aussi, qui avait été montrée à l'entrepôt, mais pas dans les mêmes circonstances, pas avec une vraie sortie en salle. C'était simplement montré dans un cinéma qui était le même, l'Olympique Entrepôt, mais dans des petits espaces. L'entrepôt était dirigé à l'époque par Frédéric Mitterrand, qui vient de nous quitter, comme on dit. Et Delphine, il admirait énormément Delphine Seyrig, qui était quand même, qui était une magnifique actrice. Il l'admirait vraiment beaucoup. Et donc, il a accepté de nous offrir cette salle de cinéma, une vraie salle de cinéma, avec on a mis des câbles partout et des moniteurs un peu partout dans la salle. Donc, les gens venaient au cinéma pour une projection normale et venaient voir le film sur différents moniteurs dans la salle. Ce qui était quand même très exceptionnel et ce qui a duré pas mal de temps. Jusqu'à ce que... Raconte. Jusqu'à ce que... alors d'abord, il y a eu, je crois qu'il y a dans l'ordre, il y a d'abord eu le directeur de cabinet de Françoise Giroud qui a dit « c'est pas possible, il faut arrêter ça tout de suite ». Et je crois qu'il a dit ça à Carole Ossopoulos, qui a dit ça à Delphine. Et Delphine s'est tenue bien droite. Elle a dit, dans ce cas-là, on va le passer plus longtemps. Et c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, Antenne 2. Donc, le cinéma, l'entrepôt et Mon œil ont reçu une lettre
Mais quand même, il a tourné longtemps, ce film, parce qu'on a dû commencer début avril ou fin mars. Et la lettre d'Antenne 2, c'est le 18 mai, donc c'est quand même plus tard. Et là, on nous dit que c'est pas du tout possible et que c'est tout à fait illégal. Et tu l'as, la lettre ? Alors, bon, surtout, voilà, que c'est effectivement... c'est une émission sous droit d'auteur, donc, effectivement, elle ne devrait pas être réutilisée sans autorisation, sauf que, par ailleurs, il s'agit d'un pastiche, il s'agit, entre guillemets... Enfin, on a mis en question le terme de détournement, mais c'est quand même une forme aussi de parodie, donc il y a par ailleurs une liberté là-dessus, mais surtout, là, par rapport au contexte de l'époque, il y a eu une grande mobilisation, je pense que c'est ça, enfin une vraie mobilisation, avec signature d'un texte, ça j'ai l'archive en revanche sous la main, paru dans Libération. Et donc, après tout un encart d'un entretien en fait, avec vous expliquant la démarche de la bande vidéo elle-même, il y avait un petit encart ensuite à côté indiquant, et donc signé de Christiane Rochefort, Simone If, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Annie Leclerc et Xavier Gauthier, un texte. Nous faisons, vous défendant en fait évidemment, nous faisons nôtre la réponse que Carole, Delphine, Johanna, Nadia ont faite en vidéo à l'émission Bilan d'Antenne 2, intitulée « L'année de la femme, ouf, c'est fini », émission à laquelle a largement participé un membre du gouvernement, Françoise Giroud, secrétaire d'État à la condition féminine. Il n'existe aucun droit de réponse, aucun droit de critique à la télévision. Mazo et Miso vont en bateau, constitue une réponse à l'agression sexiste, donc politique, de l'émission de Bernard Pivot. Nous appelons toutes les femmes à faire connaître cette bande vidéo et à la diffuser le plus largement possible. Ça a probablement d'ailleurs contribué effectivement à la diffusion très très large de cette bande. Alors, dans les questions qu'on avait notées, mais je pense que ce serait bien de vous donner la parole et de réagir plutôt aussi à partir des questions qui vous viennent à vous. On s'était quand même noté qu'on pouvait faire des développements autour des avantages donc de la vidéo légère d'un point de vue féministe et du contexte évidemment plus général et technique et politique et des choix du coup que vous avez effectués au montage et puis peut-être dans les ouvertures par rapport à aujourd'hui et à la question aussi de la recirculation du film. Mais je propose peut-être qu'on donne la parole, non, Nadia ? Non, vas-y. S'il y a des questions, j'ai un micro ici et je peux vous le tendre. C'est le moment toujours très délicat. Non, parce que nous, on peut toujours parler, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas, alors c'est moi qui vais vous poser des questions, mais vous l'avez trouvé comment, Françoise Giroud ? Je pensais que moi, l'image que j'avais d'elle, c'était une forte personnalité qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. Et là, alors j'avais vu un peu au musée, au 4e étage, il y a eu une exposition, mais c'était un écran plus petit, il y avait du monde. Là, c'est quand même mieux, puis vous êtes présente. Je suis très surpris. J'avais une image d'elle plus... Alors, je n'avais pas vu la télé. J'avais une image d'elle plus... Et elle a laissé faire ça sans réagir derrière suite à... Est-ce qu'elle a soutenu après ? Hélène me le disait tout à l'heure, elle fait du zèle quand même. Non seulement elle ne veut pas se fâcher, j'ai quand même quelque chose à vous dire par rapport à Françoise Giroud, c'est que cette année où elle avait été secrétaire d'État à la condition féminine, moi j'étais pas personnellement présente, mais c'est des amis qui ont occupé sa moquette pour essayer d'obtenir un premier centre d'accueil aux femmes battues. Donc elle était quand même la responsable de tout ça, c'est sa moquette qui a été occupée pour essayer d'obtenir un centre d'accueil aux femmes battues qu'on a obtenu quand Yvette Roudy est arrivée, en fait. Donc, c'est pour ça aussi qu'on était en colère, c'est qu'elle était absolument décidée à faire du charme, à minauder. Je ne sais pas, elle est quand même vraiment du côté des hommes. Je pense qu'elle a une réputation de féministe un peu usurpée, quoi. Est-ce que vous avez pu la rencontrer après, avoir une discussion avec elle ? Je crois pas, non. Non, elle aurait pu... Non, elle a envoyé son directeur de cabinet pour que ça s'arrête et ça s'est pas arrêté. Elle voulait le ministère de la Culture, elle l'a eu. Mais... enfin,
beaucoup plus tard, vraiment beaucoup plus tard, il se trouve qu'il y avait parmi les signataires journalistes, il y a eu une pétition de femmes journalistes. Il se trouve que l'une des signataires, je lui avais montré le film... Récemment. Oui, récemment. Enfin, autour de MeToo, avant, après, enfin, une pétition de femmes journalistes qui commence par « Nous ne sommes pas de la génération Giroud ». Et ça veut dire que les jeunes femmes étaient envoyées chez les hommes politiques. Non, c'est au moment de l'affaire Tristan Banon, en fait, je pense. C'était à ce moment-là, qui était quand même une affaire très glauque, où il y avait beaucoup de ricanements autour. Et nous ne sommes pas de la génération Giroud, ça voulait dire nous ne sommes pas de celles qui vont montrer leur décolleté pour aller interviewer des hommes politiques. Et ça veut dire que c'est ça qu'elle leur enseignait, la dame. Après, moi, j'en savais rien sur son travail de journaliste, je ne savais pas grand-chose. C'est juste, comme secrétaire d'État à la condition féminine, elle a failli. Oui, lourdement. Mais je voulais vous en parler de cette moquette, parce que c'est en même temps, quoi. Ça, c'est juste avant. Oui, merci pour cette présentation. C'était la deuxième fois que je voyais le film, et c'est vrai que ça ne m'avait pas autant frappé toutes les résonances qu'il y a, et je pense que je n'avais pas perçu la première fois à quel point, effectivement, elle noie le poisson, elle répond toujours à côté, et même Bernard Pivot lui tend des perches qu'elle esquive à chaque fois, et ça m'a sidérée. Mais comme ça m'a sidérée aussi de voir Anne Sinclair, et après, avec le recul, de repenser à l'affaire DSK, et enfin bon, qui préfigure aussi MeToo. Et je crois que ma question, c'était aussi, du coup, toute cette genèse un peu du Centre du visuel Simone de Beauvoir, votre rapport aux archives, à vos archives. Et une deuxième question aussi pour après, sur l'humour féministe aujourd'hui. S'il y en a un dans lequel vous vous retrouvez particulièrement, ou s'il y a des vidéastes féministes, des youtubeuses, des créatrices qui vous... Enfin voilà, avec qui vous pouvez avoir des proximités. C'est une question presque douloureuse pour moi. Parce que il se trouve que je suis l'une des personnes qui s'occupent d'un festival de documentaires qui s'appelle Femmes en Résistance, qui a lieu chaque année à Arcueil, le dernier week-end de septembre. Femmes en Résistance, c'est un programme varié, et moi je suis dans cette équipe depuis 13 ans ou 14 ans, je ne sais plus, et on a toujours essayé... D'abord, bon, il faut de la résistance. Si c'est simplement une situation dramatique et qu'il n'y a pas des femmes qui luttent, et si possible collectivement, on ne va pas choisir le film parce qu'on a une programmation très courte. Je vous parle de maintenant, vraiment maintenant. Là, nous sommes en train de choisir les films pour la prochaine édition du festival. Et pendant des années, on arrivait à trouver des courts-métrages très courts, même parfois on aime bien mettre un petit court comme ça en entrée de séance, et on avait vraiment des choses très humoristiques. Et là, depuis 2 ans, c'est pas qu'on les choisit pas, c'est qu'on nous les envoie pas, il y en a plus. La situation des femmes dans le monde est tellement terrible. Enfin, le programme de l'année dernière, on avait le San Salvador, où elle prenait 30 ans de prison pour une fausse couche non provoquée, puisqu'une fausse couche non provoquée considérée comme un avortement est considéré comme un crime. Donc on avait ça. On a très souvent les femmes d'Amérique latine qui se battent contre les industries minières pour sauver des terres qui sont déjà complètement polluées. On avait des jeunes filles de Bogota qui étaient dans un foyer mais qui arrivaient de la rue. Enfin, c'est pas qu'on veut pas passer ça, mais l'année dernière, on a triché même. On a pris, c'est un festival de documentaires Femmes en Résistance. On a mis un petit film d'animation. On l'avait déjà fait d'ailleurs avec le petit film sur le clitoris qui est hilarant, qui est fait par des Québécoises, qui est très très drôle. Donc on est contente qu'ils existent, mais même ça, on a vraiment du mal à en trouver. C'est-à-dire que voilà, le monde a changé aussi. Et puis peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a des façons de se prendre plus au sérieux, j'en sais rien, ou de polémiquer. Moi, je pense qu'il y a un moment magique quand même dans l'émergence d'un mouvement.
Parce qu'on n'est pas encore en train de creuser toutes les différences de point de vue, on est en train de penser qu'on va changer le monde et donc il y a un moment où on est quand même toutes ensemble, pour de vrai, pas pour de faux. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et puis les archives, je sais pas, c'est très 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 compliqué pour la vidéo, c'est Hélène qui va vous en parler, mais parce qu'il y a un problème de conservation qui est... Mazo et Miso vont en bateau. Moi, je me souviens quand il a été acquis, avant qu'il soit acquis ici par le Centre Pompidou, qui était quand même un des premiers de cette époque-là à être retenu par le Centre. Oui, là, ça avait été acquis pour 2012 au moment de l'exposition Vidéo Vintage. Mazo et Miso vont en bateau. On nous parlait de restauration et je me souviens qu'à 2 jours d'intervalle, on nous a dit pour restaurer, il faut le mettre au congélo, et d'autres nous ont dit il faut le mettre au four. Il y avait c'est difficile. Et voilà, la vocation initiale du premier centre, au moment de sa création, c'était d'archiver surtout et de communiquer toutes ces archives et de les faire circuler. Après, il y avait, c'est vrai que j'étais administratrice de ce centre et qu'il y a eu peu à peu des problèmes financiers. Je m'éloigne un peu du centre, si vous permettez, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dite du tout, c'est que il n'y a pas de production de Mazo et Miso vont en bateau. Il n'y avait pas de producteur. Donc, on achetait des bandes, et c'était vrai pour la plupart des films, et on n'avait pas d'argent, on n'en cherchait pas. C'est un autre monde. C'est complètement, ça ressemble à rien de ce qui s'est passé après, à partir de la fin des années 80. C'est que on faisait les films sans argent. Ça donnait une liberté extraordinaire. On les faisait sans argent, et on les faisait sans imaginer une seconde qu'ils allaient passer à la télévision. Donc pas de cadre, pas de 53 minutes, 55 minutes, rien. Une liberté extraordinaire, parce que ça, on n'aurait jamais pu faire ça pour la tête de façon. Là, celui-là, mais aucun de ceux qu'on a fait. Donc, c'est important, hein, les conditions de production et la liberté que ça donnait. Moi, j'ai fait un autre film sur Ulrich Meinhof, on l'a fait à 2. J'ai fait la quête auprès de mes amis pour payer les 2 voyages, puisque j'ai fait le voyage avec Hélène Châtelain qui était à la caméra, les voyages en Allemagne pour aller interviewer tout son entourage et les avocats. Enfin, c'était au moment où elle est morte en prison en mai 1976. Et voilà. Le banc de montage était là, pour le coup, celui de Gatti, d'Armand Gatti et d'Hélène Châtelain. Et les bandes, et puis le temps, c'était du temps comme ça, de bénévolat, de cinglés, jour et nuit, avec leur chrono. Cette question des archives, elle est évidemment centrale. Tu le dis, il y a des conditions matérielles de production, il y a des conditions matérielles de diffusion à l'époque. Et puis, il y a ensuite le devenir de ce qui a été fait dans des conditions déjà précaires de production et de diffusion. Avec l'évolution des techniques, évidemment, là, on est sur de la vidéo des premiers temps, demi-pouce, analogique, des bandes qui sont des bobines libres à l'époque, comme pour en fait, des films argentiques. C'est pas encore dans des cassettes, c'est un format très singulier. Et donc, évidemment, pour accéder au film aujourd'hui, il faut qu'il y ait eu tout un processus qui, d'ailleurs, est forcément conditionné par la conscience de l'importance de ces bandes, de ces films, qui pourtant, c'est pas un scoop, ne font pas partie encore maintenant très peu de l'histoire du cinéma ou de l'histoire de l'art, donc qui sont souvent encore des objets considérés comme non légitimes au niveau culturel, esthétique, la politique pouvant aider parfois d'ailleurs à les exclure, la dimension un peu militante. Donc il y a toute une histoire aussi, donc après cette diffusion déjà compliquée donc à l'époque et après ces conditions difficiles de réalisation qu'il faut
avoir en tête. Et donc, pour les voir aujourd'hui, il faut avoir quoi? Il faut qu'il y ait eu évidemment des transferts. Il faut qu'il y ait eu des recopies au gré des nouvelles technologies qui ont émergé pour que ces films tournés en vidéo continuent de circuler. Et pour les voir aujourd'hui singulièrement, il faut des interventions d'institutions, il faut que des structures les aient collectées et en disposent. C'est notamment le cas évidemment du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir pour toute une partie de ces corpus-là. Mais il faut aussi l'aide d'institutions, et moi je citerai la Bibliothèque nationale de France, qui est quand même l'institution grâce à laquelle aujourd'hui nous pouvons voir des vidéos des premiers temps, des vidéos militantes et notamment féministes aujourd'hui. Sans l'investissement humain, financier et intellectuel aussi de la BNF, on n'y aurait pas accès. Et c'est la BNF, l'institution, qui a permis la sauvegarde de tout le fonds du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir dans les années 2000, et j'en parle parce que j'ai été actrice de cette histoire-là, en l'occurrence. Donc, en fait, moi, je faisais mes travaux, je menais à l'époque, j'étais en DEA, puis après, j'ai fait une thèse sur le cinéma et la vidéo féministe dans les années 70, en France. Et dans le cadre de ces travaux, j'ai rencontré de nombreuses réalisatrices et j'ai rencontré aussi Nicole Fernandez-Ferrer qui travaillait à l'époque, donc qui est là aujourd'hui, elle n'est plus donc la déléguée générale du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, mais elle est donc coprésidente du centre. Et donc elle travaillait à l'époque au Festival international de films de femmes de Créteil. Et on s'est rencontrés dans ce cadre-là au moment où je commençais mes travaux. Et elle m'a proposé de rejoindre donc l'aventure de la renaissance du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Donc là, on était en 2003. Ouais, c'est ça, 2003. Et ensuite, on a passé 8 mois à deux à faire l'inventaire technique dans les locaux techniques de la DNF, de tout le fond du premier centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui avait fermé ses portes autour de... Bon, il y a un peu débat sur la date, mais avant 1994. Et donc, toutes les archives avaient été mises sous scellé. Tout n'avait pas été retrouvé, mais une partie avait quand même été retrouvée. Et donc, la BNF avait proposé de mettre à disposition ces locaux pour que tout cet ensemble, non seulement donc, dans un premier temps, soit évalué par nous, donc on l'a fait pendant 8 mois, à deux, et ensuite que ce soit numérisé, mais sauvegardé, et puis... Par la suite, il y a eu aussi, et il y a encore en cours, des restaurations. Mais donc, j'insiste vraiment sur l'importance qu'en fait, à un moment donné, une institution, le rôle qu'une institution comme la BNF a pu jouer sur ces vidéos militantes, considérant au titre d'une mission de service public aussi, et puis dans une perspective aussi de dépôt légal, c'est-à-dire d'absence de jugement de valeur sur ce qui a été diffusé à un moment auprès d'un public. Donc ce geste fort de sauvegarder des vidéos militantes, de même que la BNF sauvegarde de la vidéo d'entreprise et plein d'autres choses qui sont des objets vidéo considérés comme non légitimes. Et j'ajouterais peut-être, voilà, simplement aussi, il y a évidemment oui, il y a Peggy, évidemment. Peggy, tu es là, tu peux parler peut-être justement, puisque tu t'occupes de la distribution aujourd'hui au centre. Mais je pense que c'est important, et là, en l'occurrence, juste avant, le rôle aussi d'une institution comme le Centre Pompidou. Le musée qui a acquis et qui a notamment été aussi à l'origine d'une étape de restauration pour Mazo et Miso vont en bateau, le Centre Pompidou, via le musée, a acquis des vidéos militantes et les a fait rentrer dans le musée. Donc là encore, c'est un rôle institutionnel qui fait que y a de la reconnaissance qui arrive, mais la reconnaissance, elle passe par du soutien financier et puis de la restauration et de la mise à disposition de nouveaux publics. C'est comme ça que les vidéos recirculent. Mais toute cette histoire, il faut l'avoir en tête. Il y a une question ici qu'on va prendre. Merci. Oui. Ah oui. Je trouve que c'est très inspirant de voir cette forme de révolte parce que c'est dur de ne pas être enragé devant de tels propos, de pas laisser la violence nous emporter, parce que c'est tellement aberrant en fait de parler comme ça des femmes que je trouve que c'est vraiment inspirant votre manière
de justement en fait redonner la parole aux femmes et un peu invisibiliser la parole de certains hommes. Et justement, toute ma réflexion en fait féministe, c'est de me demander où poser la limite en fait. Et je trouve que l'humour, c'est une belle limite. C'est de faire passer des messages très forts comme vous le faites, tout en donnant le sourire et ne pas se laisser emporter soit par la colère ou soit par la haine ou la tristesse. Et donc, ouais, voilà, je trouve que, je voulais juste le dire que c'est inspirant. C'est gentil, mais c'est... Comment dire ça ? Il me semble vraiment que le succès dont parlait Hélène tout à l'heure, de cette bande vidéo en particulier, elle est liée à ça, parce que c'était plus facile dans les entreprises. On est en 1976, à partir de 1976, la réputation des féministes, c'est encore bas bleu. Et il y a encore des gens qui disent « Ah, mais les féministes avaient de l'humour ». Ben, oui. Et comme c'était notre arme principale, je pense que dans cette bande-là, c'était plus facile de faire passer des idées, justement dans des lieux improbables, comme le ministère des... Il y avait un groupe femmes au ministère des Finances, non ? Oui, enfin, il y avait des groupes femmes un peu partout. On a quelques traces comme ça de tracts ou un appel à venir voir le film en disant la salle était pleine la dernière fois, alors on le repasse. Et je pense que c'est vraiment lié à l'humour et au fait que les gens riaient, même si c'était pas drôle. Après, l'émission se voulait comique. On a eu une séance de lundi de l'INA avec Catherine Guenard de l'INA qui avait organisé ça autour de Mazo et Miso vont en bateau, et elle avait sorti le dossier de production de l'émission Encore un jour et l'année de la femme, ouf, c'est fini. Et le dossier de production montrait qu'ils avaient été complètement stupéfaits par les réactions de Giroud. En fait, elle a fait louper l'émission. Ils s'attendaient à ce qu'elle réagisse, et comme elle n'a pas réagi, il n'y a pas eu l'effet escompté. Ils étaient très déçus. Nous, ça nous a beaucoup intéressé d'apprendre ça de façon récente, finalement. Et ça, il y a une question que vous ne posez pas, mais je vais me permettre de la poser à votre place quand même, parce qu'on me l'a beaucoup posée. D'abord, la numérisation, ça a été une surprise bizarre. Parce que quand on a fait le film, c'était un coup de colère, et puis on était contente qu'il circule. On n'imaginait pas qu'il circulerait près d'un demi-siècle après. Donc, qui serait accessible. Moi, j'en parlais, je pouvais le montrer à personne. Il était dans des tiroirs, je ne sais pas où, et la numérisation a quand même facilité la circulation. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que dans les premières projections, on me demandait souvent, est-ce que vous croyez que ça serait encore possible ? Et je pense qu'au début, on disait, mais non. Mais non, bien sûr, ça a évolué, on a quand même gagné des choses, c'est pas possible. Et aujourd'hui, je viens vous dire, c'est évidemment bien pire. C'est-à-dire que cette émission-là était faite pour être drôle, ce qui n'est pas toujours le cas. Cette émission maltraite les femmes, toutes les femmes, mais l'invité n'est pas traîné dans la boue, pas elle. Alors que vous savez comme moi qu'il y a eu plein d'émissions de télévision où on invitait les gens pour se moquer d'eux, et ça continue. Et j'ai retrouvé dans mes papiers la description d'une émission d'un type qui s'appelle Frédéric Tadei. Il a une émission qui s'appelle, je crois que c'est Ce soir ou jamais, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. En tout cas, il avait une émission sur France 3, et la première fois où cette émission a eu lieu sur France 2, c'était un 8 mars. Donc la presse a dit France 2 célèbre les femmes, le 8 mars. Était invité, alors Muriel Salmona,
présidente de l'association de traumatologie, enfin qui venait parler des violences. Il y avait aussi Ina Shevchenko qui était chez les Femen, dont on parlait beaucoup à l'époque. Et alors là, pour le coup, une brochette d'hommes plus hostiles et violents les uns que les autres. C'est-à-dire, il y avait Thierry Lévy, qui est mort depuis, il y en a un autre qui est mort depuis, c'est Jean-Didier Vincent, neurobiologiste, Thierry Lévy, avocat, un autre type que je ne connaissais pas qui s'appelle Drieux Godet-Frédy. Et dès que les chiffres des violences ont été annoncés, ils se sont tous ligués pour dire « mais non, mais c'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai. » D'ailleurs, autre argument, les chiffres importent peu dans la mesure où les agressions diminuent largement. Alors, je ne vous ai pas dit, c'est le 8 mars 2013. Donc, il y a à peine un peu plus de 10 ans. Donc, bien 40 ans après l'émission de Pivot, à peu près. Donc, ils sont là à dire « mais non ». Il y en a un qui dit « les violences faites aux femmes ne sont pas aussi nombreuses qu'on le dit », ça je viens de vous le dire. Les chiffres sont fabuleux et complètement fantaisistes. Des viols, il n'y en a pas tant que ça. Quant au neurobiologiste, je vais vous le citer. Alors, lui, il dit « une société n'a pas besoin d'être sensibilisée au viol ». J'ai envie à la fois de lire et de vous regarder pendant que je dis ça, tellement je ne crois pas à ce que je dis. Une société n'a pas besoin d'être sensibilisée au viol. La stigmatisation du viol me choque, dit-il. Et il a conclu son intervention sur une fatalité qu'il faudrait, conseille-t-il, accepter et intégrer. 2013. L'homme est un singe violent, il est inutile de le rappeler. Les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Les campagnes de sensibilisation ne servent à rien, sinon à affoler le bas peuple. Donc, à la question qu'on me posait, est-ce que ça serait encore possible ? Je vous réponds avec cette citation-là, et je ne parle même pas de la Légion d'honneur. Enfin, si, je parle de la Légion d'honneur donnée à Thierry Ardisson la semaine dernière. Donc, oui, on a avancé sur un certain nombre de choses, mais il y a encore du taf. Hein. Tu veux dire que tu n'as pas parlé de Cyril Hanouna, quoi, surtout. Non, c'est pas, non, mais ça... Non, mais bien sûr. Non, mais alors là, c'est vraiment l'humiliation. Enfin, là, Françoise Giroud n'était pas invitée pour être humiliée. Ce qui est malheureusement le cas plus récemment. Merci. Et moi, j'ai juste peut-être une dernière question, parce qu'il va bientôt falloir quitter la salle. Mais voilà, on a quand même parlé de cette notion de travail en collectif que vous aviez, où les postes étaient mouvants. Mais je me demandais, voilà, quelle organisation a été adoptée dans ces 2 mois où vous avez travaillé sans cesse, et puis aussi peut-être justement, c'était quoi travailler en collectif pour toi? Et justement, comment on réussit à préserver une mémoire de collectifs qui sont mouvants et qui sont pas, comme tu dis, produits, donc sans forcément qu'il y ait d'ayant droit attitré. Voilà, c'est une question qui me... C'est plusieurs questions. Oui. Alors, sur l'organisation du travail, il y a des phases différentes. Le Mazo et Miso vont en bateau est intégralement fabriqué avec Carole au banc de montage. Elle était la seule à savoir monter en janvier-février 1976. Après, les 3 autres sont passés au montage. Mais pour ce film-là, c'est elle qui montait, et pas depuis très longtemps, puisqu'il n'y a qu'à pas baiser, c'est encore Paul Roussopoulos, son mari, qui avait fait le montage. Carole était à la caméra, mais pas encore au montage. Donc ça a évolué. Pour Mazo et Miso vont en bateau, quand je dis nuit et jour, moi je sais qu'il m'est arrivé que Carole m'appelle à 7h, 8h du matin en me disant on n'a pas réussi, viens tout de suite. Donc j'étais partie me reposer, ou elle était venue chez moi, même tellement on n'avait pas le temps, donc elle venait dormir chez moi, on repartait en salle de montage. On était souvent toutes les 4.
il y a 2 scènes où on nous voit applaudir. Là, il fallait quelqu'un pour nous filmer. Donc, même s'il était 2h du matin, Delphine Seyrig appelait son compagnon, qui était Samy Frey, en disant « Viens nous filmer ». Donc, il venait filmer les 4 femmes. Là, oui, il y avait son intervention pour nous filmer quand on avait envie de réagir comme ça. Mais c'était... on lançait les idées. On lançait les idées, et puis on en trouvait une meilleure, et puis... si on a 2 qui disaient bravo, oui, c'est ça, on le fait tout de suite. Et comme on reculait pas, on avançait comme ça. Mais on a beaucoup ri. Hein. Et la musique qui a amené la musique, tu peux le dire. La musique... qui a amené les disques, c'est central. C'est central, mais enfin, bon, moi je viens d'une famille de musiciens. Johanna Wider est d'une culture musicale extraordinaire, et Delphine aussi, donc... Delphine elle est arrivée un matin avec oui, c'est vrai, c'est Mistinguette. Comment est-ce que c'est? Il me semble, non? Je crois aussi. Donc voilà, je pense que c'est Johanna qui est arrivée avec la musique du générique. Oui, la musique était importante pour nous, et la culture, en particulier de Johanna et Delphine, a été très très précieuse. C'était tellement improvisé, Marion, que c'est difficile à décrire en effet. Mais voilà, puis on s'est amusé. Les Muses s'amusent datait de l'association avait 2 ans à peu près. Et voilà, puis je crois que c'était un lapsus au début, les Insoumises, on a trouvé ça très amusant. Et après, Johanna a fait un film où elle a dit une Insoumuse, toujours parce que ça continuait à nous amuser, mais il n'y a pas eu d'association au sens strict, et on a fait des choses ensemble, mais pas rien à nouveau à 4, quoi. Mais c'est vrai que par rapport au fonctionnement du cinéma militant, juste en termes de collectif et de répartition du travail, on n'est pas du tout dans les mêmes répartitions en fait techniques, pour le dire vite, technique, travail manuel, et créatif, travail intellectuel. Il n'y a pas du tout cette division, alors que dans même les collectifs de cinéma militant, c'était assez cloisonné, parce qu'il y avait malgré tout la culture du monde du cinéma professionnel qui était prégnant. Ça, c'était complètement différent en vidéo, parce que de toute façon, tu l'as dit tout à l'heure, c'était des pratiques que vous inventiez. Il n'y avait pas du tout de pratiques antérieures, en fait, à ce que vous étiez en train de faire au sein de vos groupes totalement autonomes, où vous faisiez tout, et intellectuellement, et manuellement, et à tous les postes, vous faisiez exploser effectivement tous ces postes. On était tout à fait d'accord pour faire exploser encore plein d'autres choses. Des plafonds de verre, des choses comme ça. Même si c'est pas comme ça qu'on parlait. Non, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de caméra woman. Que voilà, si on voulait du son en plus, ça a changé vite après. Hein. C'est quelques années de liberté. Moi, j'ai encore fait 2 films en couleur avec du matériel beaucoup plus lourd, avec Hélène Châtelain, sur les centres d'accueil aux femmes battues, justement. Un film sur la Maison des femmes de Cergy qui a malheureusement dû arrêter, et un film sur la SOS de Grenoble et Metz. Et c'est 2 films en couleur, avec une image léchée, très, très belle, très propre. Mais la liberté qu'on a eue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas imaginé une seconde que la télé allait nous prendre ça. Donc on a fait exactement ce qu'on avait envie de faire, et Hélène Châtelain à la réalisation, c'était magique. Merci beaucoup. Je pense qu'il va falloir terminer notre conversation. On a un agent de sécurité qui vient nous voir. Je pense que c'est le top.
Mais merci beaucoup Nadia, merci beaucoup Hélène, parce que cette conversation était très précieuse et je suis contente qu'elle arrive en début de cycle aussi, parce qu'elle éclaire beaucoup de choses que vous allez pouvoir voir après. Jusqu'au 4 juillet, il y a des films du groupe Vidéa, il y a Sois belle et tais-toi qui a été évoqué, Les prostituées de Lyon, le film de Claude Lefebvre-Jour de Les enfants du gouvernement. Donc, ne le ratez pas celui-là. En plus, c'est les 50 ans du film cette année. Et voilà, il y a une brochure devant la salle si vous voulez avoir toutes les informations et vous êtes bienvenus. À bientôt.